On se retrouve aujourd'hui dans Le Bonheur c'est les autres avec une jeune femme. T'es gentil. Qui s'appelle Sophie Bria. Alors on va essayer de ne pas se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu dans la vie, mais je plaisante. On peut se tutoyer si tu veux, il n'y a pas de souci. Bonjour Gérard. Bonjour Sophie. Tout le monde ne te connaît pas. Tu es aussi bien journaliste, productrice. Tu es aussi coach, tu vas nous expliquer ça. Et moi, je t'ai connu comme journaliste. Oui. Et aujourd'hui, tu es toujours d'ailleurs journaliste. Tu fais toujours des interventions sur France Info, la radio. Et tu parles de la pluie et du beau temps. Absolument. C'est-à-dire de la météo. Absolument, en matinale. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être que tu nous parles plus de ton activité coaching. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, je suis coach professionnel certifié, tout d'abord en développement personnel, pour aider les adultes, les jeunes adultes, à aller vers eux, à oser être qui ils sont en fait. Et parfois les accompagner dans des changements de vie, dans des passages douloureux ou juste pour organiser leur vie. Je suis aussi coach scolaire, donc j'accompagne les ados de 11 ans jusqu'à la fin des études supérieures. Alors c'est pareil aussi, à un autre niveau, mais qu'ils se sentent bien dans leurs études, qu'ils fassent ce qui leur correspond. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Surtout quand on pense, nous, à nos études passées. On dit fais ci, fais ça, fais comme papa, fais comme maman. Mais non, les ados ont aussi leur personnalité. Les accompagner pour une méthodologie, une organisation. C'est très important de les accompagner pour un équilibre. Et puis, je suis aussi coach parental. Il m'arrive justement lors des séances de coaching scolaire. Alors tout d'abord, ça c'est obligatoire, on reçoit les parents au début, parce qu'ils sont mineurs. Mais de faire des séances intermédiaires avec les parents pour essayer de rééquilibrer. Parce que parfois, les ados n'osent pas parler devant leurs parents. Alors je sers d'intermédiaire. Coach parental, coach parental, c'est accompagner les parents, mais la famille aussi, pour trouver un équilibre dans la communication. Pour que chacun s'exprime, leur donner aussi des outils pour mieux communiquer, pour qu'ils se sentent chacun heureux dans leur famille. Comment ces gens viennent vers toi ? Ils viennent vers toi spontanément ou ils te sont envoyés par des Alors c'est souvent le bouche à oreille. Je travaille aussi pour Academia. J'ai aussi ma propre boîte, c'est SB Coaching, Sophie Bria Coaching, voilà, tout simplement. Mais le bouche à oreille fonctionne beaucoup, entre parents, entre ados. J'ai aussi des parents professeurs alors qu'ils vont parler de moi, de mon travail aux autres. Ça peut être aussi grâce à mes collègues journalistes ou mes amis. En fait, c'est beaucoup le bouche à oreille. Alors, j'ai pas encore de site internet. J'y travaille. Faut dire que j'ai pas eu le temps aussi. Parce que j'ai passé tous ces diplômes au fil des années. Mais vraiment le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Et puis je suis visible sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, même TikTok. Et tous les jours, je fais une story sur le développement personnel. Tous les jours, et j'y tiens. Il y a un aspect que vous avez oublié. Ah oui. C'est que vous avez été étudiante récemment. Non, j'y suis encore. Ah, vous y êtes encore. Alors, j'y suis encore. Et alors, vous avez repris des études sur Oui, le tard. non mais j'arrête pas. Sur le tard, vous êtes encore jeune. Oui, oh, vous êtes gentil. J'ai pas honte de dire que je vais bientôt avoir 55 ans, mais il n'y a pas... je pense qu'à tout âge, on apprend. Jusqu'au dernier jour sur cette terre, on apprend. On apprend des autres, on apprend des livres. Et donc, j'ai repris mes études à la Sorbonne et je prépare un diplôme en psychopathologie des adolescents et en sciences éducatives. Je croise les doigts. Je suis en train d'écrire un mémoire et j'ai peur, même si je suis journaliste, mais je vais présenter mon mémoire en amphi. Je vais refaire le film L'étudiante. Sophie Marceau. Oui, ça va être ça, ouais. Alors, vous m'avez dit que vous connaissez un peu le podcast déjà, donc vous savez quelle est la première question. Je vais vous demander tout ça comme ça, à brûle pour point, comme ça, spontanément. C'est quoi pour vous le bonheur ? Quelle définition vous donnez du bonheur ? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est d'être soi, tout simplement. D'être soi, d'être égal à soi. Je suis en train de réfléchir à ce matin, quand je me suis levée. Le bonheur, moi, j'ai l'habitude, quand je me lève, je remercie toujours, alors je suis croyante à ma manière, mais ça m'appartient, je remercie toujours de la beauté de ce jour. Je remercie d'être en vie, je remercie de pouvoir travailler, je remercie des gens qui sont dans ma vie. Et je remercie pour les bons et les moins bons moments, parce que de chaque moment, on grandit. Et donc, en fait, c'est d'être soi, tout en appréciant chaque seconde.
Voilà. C'est une très belle philosophie de vie. Ben, je sais pas, mais c'est l'expérience de vie qui m'a fait amener à ça. C'est tout ce que j'ai vécu en moins bon et en bon qui font que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Personne n'est parfait. On a tous, alors j'aime pas le terme défaut, je le dis toujours à mes coachés, on a tous des faiblesses, on a tous des qualités. Oui, mais voilà, mais c'est ce qui fait qui on est et c'est ce qui fait notre force, notre résilience. Il faut devenir encore plus fort sur nos failles, sur nos moments douloureux et grandir. Et puis remercier aussi. Sophie, si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous pensez à quoi? Oula, ça va être dur. Ah oui, l'émotion... Désolée. Pas de souci. Mais c'est d'être soi. J'en ai la voix qui s'envole. Alors je pense à mes grands-parents, qui sont des gens très importants. Paternelle, plutôt maternelle? Oui. Surtout ma grand-mère. En fait, mes grands-parents ont été un socle très très important pour moi. Ils m'ont apporté des valeurs dans des moments très difficiles. Des valeurs, le socle en fait, la famille, l'amour. Et j'ai l'image en fait de mes vacances avec tous mes cousins dans la maison de famille dans mon Poitou natal. Avec ma grand-mère, avec son tablier qui parfois nous criait dessus, mais arrêtez, mais venez ici, mais qui nous faisait des plats pas possibles. Et aussi de mes arrière-grands-parents. Voilà, en fait, c'est la famille. La famille qui est une de mes valeurs. Je suis désolée de mon émotion, hein, mais au contraire. Mes grands-parents maternels qui ont toujours été là pour moi et que j'ai accompagné aussi jusqu'au bout. Ma grand-mère est décédée il y a quelques années. Elle avait Alzheimer et j'aimais bien aller la voir. Et elle me reconnaissait quand je lui touchais les mains. Voilà. Et puis, elle a toujours été là dans la simplicité. Elle n'a pas fait beaucoup d'études. Elle vient de la campagne. Elle vient, j'en parle toujours parce qu'elle m'accompagne tous les jours en fait. Et je lui parle souvent. Et j'ai vraiment l'émotion dans ma voix là, hein. Je suis désolée mais c'est réel. Voilà, je partage ce que je ressens et la réalité. Sophie, c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? Voilà, qui vous diriez qui? Ou vous diriez quoi? Je peux dire deux choses? Allez. Un livre et un film. Je vous accorde. Ou un livre et deux films. Je films. vous accorde deux. Alors, j'ai découvert le livre d'Anne Frank, le journal d'Anne Frank. J'étais une toute jeune fille, passionnée d'histoire, qui a fait des études d'histoire après, mais j'ai été bouleversée par ce qu'elle écrivait. En fait, le journal d'Anne Frank m'a renvoyé à des choses un peu douloureuses, mais indirectes, hein, que j'ai pu vivre. Et ça a été une obsession. Il était vraiment sur la table de chevet quand j'étais, du moins petite, ado. Ce qui fait que j'avais des parents profs, séparés, et maman, on voyageait beaucoup. Avec les moyens qu'elle avait, on partait en 4L dans toute l'Europe. Donc je suis partie en Hollande avec maman, mes frères et sœurs, mes oncles et tantes. Toujours la famille, hein, qui est toujours très présente. Et la seule chose importante pour moi qui comptait quand je suis arrivée à Amsterdam, c'est d'aller visiter la maison d'Anne Frank. Et j'ai eu l'impression, alors bien sûr, du haut de mes, je sais plus, j'avais 13 ans, 14 ans, je sais plus, de revivre à travers les mots d'Anne Frank quand je visitais la maison, tout ce qu'elle a pu ressentir. Pour moi, c'était mon voyage en Hollande, c'était la maison d'Anne Frank. Donc ça, c'était mon livre. Et il m'accompagne toujours, il est toujours avec moi. Pourquoi, comment? Peut-être la résilience, et puis c'est des mots très importants qui m'ont accompagnée. Et puis, il y a Sur la route de Madison aussi, un film qui m'a beaucoup touchée et que j'associe à un autre film qui est sorti récemment qui s'appelle Hors saison, où il y a beaucoup de similitudes et de corrélations. Les histoires d'amour qui parfois me fait penser à la chanson. Les histoires d'amour. Alors oui, non, parfois on se sépare, parfois on s'oublie ou parfois on se retrouve. Et puis parfois on a des rencontres comme ça, inattendues. Et voilà, ces deux films et ce livre. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver, sous-entendu pour être heureuse? Ah, quelle bonne question. Me priver? Alors j'ai envie de dire, j'ai le mot amour qui me vient. De l'amour des gens que j'aime, me priver de ça. Ouais, me priver. Et puis de mes livres, de l'amour, de la méditation. Voilà, j'ai plein de choses. J'ai l'amour, c'est le mot d'abord amour, mais la méditation va souvent avec. Et puis de mes livres. Je suis une amoureuse de la vie. Donc je suis une amoureuse des gens, je suis une amoureuse des livres et des histoires que je peux retrouver dedans.
Alors, je suis très heureux de cette question qui est apparue au fil du podcast et qui n'existait pas au début du podcast. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez et ou le mot auquel vous pensez à l'instant précis où on se parle? J'ai partage. Partage. C'est tout simple, hein, mais je crois que... Alors ça fait un peu égocentrique, Bah non, ou égotique, mais non, mais parce que ça me renvoie aussi à ma mission de vie. Aider, partager. Voilà, parce que pour moi, on est tous sur Terre pour faire quelque chose. Moi, j'ai enfin compris sur le tard que j'étais là pour aider les autres, pour partager mon savoir, ce que j'ai appris en cours et ce que je continue d'apprendre, pour les aider à oser être eux, oser être soi. Donc le partage, partager, aider. Justement, par rapport au titre de notre podcast, Le bonheur c'est les autres, donc qui est une réponse, je le rappelle, à Sartre qui disait « l'enfer c'est les autres ». Vous, ça cadre avec ça, c'est-à-dire je suis ce que je fais de ma vie et, et vous aidez les autres à faire quelque chose de leur vie. Oui, et en fait, alors je reviens à ce que j'ai dit un petit peu précédemment, c'est un peu égoïste, mais moi je grandis aussi avec les autres. Alors l'enfer c'est les autres, non, parce que même si quelqu'un, alors je suis pas maso, hein, pour moi, s'il y a quelqu'un qui va dire du mal ou faire quelque chose de mal à notre rencontre, ok, on peut être assez sévère, on peut dire ok, je suis pas d'accord, mais on grandit aussi de cette situation parce qu'on pose des limites, on comprend aussi notre mode de fonctionnement, et donc pour moi, je reviens. Alors moi, je te tutoie, je suis désolée. Moi, je reviens à ce que tu as dit au départ. Non, l'enfer, c'est pas les autres. Après, le paradis, c'est pas forcément les autres. Hein. Ah non, ça je suis d'accord. Mais le bonheur, c'est par les autres qui se réalise. Alors le bonheur, alors là je mettrai une nuance, c'est le bonheur, quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. On ne peut pas être heureux avec les autres si on n'est pas heureux avec soi, si on n'est pas en équilibre. Alors c'est un travail de chaque instant, hein, parce qu'on a le droit de se lever en étant de mauvaise humeur, on a le droit de se lever en étant en colère, et c'est normal, c'est humain. Surtout passé un certain âge, je crois. Oui, et puis oser être soi. Oui, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Voilà. Et puis, on prévient les autres pour éviter justement des conflits. Le bonheur, c'est d'être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et donc, le bonheur, c'est le partage. Absolument. Absolument. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Alors oui, alors moi... Comment répondre à cette question? Je suis toujours en train de me remettre en question. Ce qui peut être épuisant, j'ai déjà fait un burn-out, hein, mais c'est le propre des multipotentiels. Je suis une multipotentielle, ce qui explique mes différents métiers. Multipotentiel, en fait, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc et d'essayer d'être bon, mais on ne l'est jamais. Perfection n'existe pas. Dans tout ce qu'on fait, c'est ça la multipotentialité. Douter. Je doute à chaque instant. Pourquoi? Parce que je me remets en question. Parce que j'apprends tout le temps. Je suis toujours dans mes bouquins, je suis toujours dans mes cours de la Sorbonne, j'apprends aussi même quand je suis dans mon studio, dans le studio à la radio, parce qu'il faut évoluer, il faut se remettre en question. Si on reste sur nos acquis, on va rester dans le passé. Donc il faut évoluer avec son temps. C'est pas toujours facile. Hein. Se mettre à la portée des autres aussi, pas toujours évident. Je doute, mais de moi, pas obligatoirement des autres. Malgré tout, alors ça c'est la vie qui m'a rendue comme ça. Je peux être assez méfiante quand même, mais par protection, parce que je peux être assez naïve, j'ai tendance à aider les autres, il n'y a pas de souci. J'ai eu des coups de poignard comme tout le monde, mais je vais d'abord observer. Donc c'est pas obligatoirement douter là des autres, mais je vais observer. Prudence, c'était quoi déjà le dicton? Prudence et mère de toutes les vertus. Voilà. Donc j'observe par prudence, mais je vais douter plus de moi-même que des autres. Mais si un des enfants ou un des adolescents que vous coachez vous dit Sophie, je vis dans l'incertitude, tout ce que je fais, je pense que je vais le rater, etc. Ah mais je l'ai souvent ça. Vous lui répondez quoi? De manière générale. De manière générale on va pas faire un cas spécifique. Non, puis je vais peut-être pas faire une séance de coaching. Non. Mais qu'il est important aussi de se remettre en question, mais qu'il est aussi important, parce que ça c'est la base, de bien se connaître, de connaître ses qualités, ses compétences, ses valeurs. Ça c'est la base de la confiance en soi. On peut avoir confiance en soi, mais se remettre en question. Et donc, ok, par exemple, je suis très bon, j'ai eu un élève hier soir. Oui, Sophie, là j'hésite, j'ai le bac, je doute de moi.
c'est un élève qui est très bon, en plus, qui travaille bien, il doute de ses compétences. Donc on travaille sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle est liée à ses compétences. L'estime de soi est liée à la valeur qu'on s'accorde. Apprendre à s'apprécier tel que l'on est. C'est joli. Quelque part, tu compenses un peu peut-être le manque d'assurance des jeunes venus de leurs parents ou venus de leurs profs. Oui, oh là là. Alors je suis fille de prof, pardon. On les assure pas assez, on les rassure pas assez sur leur qualité, sur leur... Bien sûr, ils peuvent avoir des défaillances, on peut être bon, par exemple en maths et être mauvais en français et inversement. Heureusement. On a tendance tout le temps, et même les parents d'ailleurs, à dire ce qui ne va pas au lieu de mettre le focus sur ce qui va en fait. Alors j'ai envie de dire aussi que c'est un peu la mentalité européenne, même plutôt française. Parce que faut savoir que le coaching vient du Canada, vient des pays anglo-saxons, et on est dans ces pays. Alors faut savoir qu'il y a un coach scolaire dans chaque établissement, que ça soit collège et lycée là-bas. On va plutôt faire ressortir les qualités de l'élève, de l'adolescent, plutôt que de dire « Oh, t'es nul en maths ». Et on va plutôt, même un élève qui est vraiment pas bon, on va dire « Tiens, il est bon en dessin ». On va essayer d'approfondir ça. Mais moi, c'est ce que je fais aussi, mais tout en maintenant un équilibre. Parce qu'il faut être réaliste. On ne peut pas être bon partout. Il faut être réaliste aussi que pour réussir, il faut quand même essayer d'être bon à l'école, de s'en sortir. Mais parfois, l'école n'est pas faite pour tout le monde et il faut faire ressortir, justement, travailler énormément sur les qualités, sur les compétences. Et moi, je mets en valeur beaucoup aussi l'alternance, les métiers manuels, mettre les métiers manuels en avant. Voilà, moi, je trouve ça hyper important. Donc, faire ressortir les qualités, quelles qu'elles soient. On en a tous. Le philosophe disait l'intelligence de la main. Mais oui. Et en revenant, j'avais juste, tiens, aparté. Je suis fille de prof. J'ai beaucoup de cousins, cousines, donc les tantes, profs, proviseurs, j'ai tout dans ma famille. Indirectement, j'y suis revenue, quand on regarde bien. Oui. Indirectement. Je me bats contre les appréciations, niveau trop bas, n'y arrivera pas, trop nul. Non, essayez d'encourager l'élève. Alors oui, il y en a qui vraiment sont partisans du moindre effort. Oui, mais peut-être justement qu'il y a d'autres qualités à faire ressortir. Désolée, papa, maman, mes oncles et tantes. Je vous aime. C'est une des questions préférées de mon questionnaire. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Ou tu as le plus d'indulgence, puisqu'on se tutoie? Ouais, j'ai envie de dire la gourmandise, parce que je suis une grande gourmande. Est-ce que c'est un défaut? Oui, ça a été... Oui, non mais ça a été... La gourmandise est un défaut, mais pas les pruneaux, on se rappelle de la pub, mais... Et puis c'est effectivement classé dans les défauts, mais moi je le vois pas comme un défaut. Non, moi non plus, parce que j'adore la gourmandise. Les nutritionnistes un peu plus, mais alors, en dehors de la gourmandise, quel défaut quel défaut? Pour quel défaut tu as le plus d'indulgence? J'essaye d'être indulgente. En fait, j'ai des paliers. Je m'aperçois que je peux être indulgente pour tous mes coachés, mais alors pour mon entourage, pas toujours évident. J'ai le défaut de mes qualités, je suis à l'écoute, mais alors quel défaut? Je sais que tu n'as pas d'indulgence pour l'intolérance, ça je le sais. Ah bah tiens, merci. Mais c'est pas là, la question c'est l'inverse, c'est celui pour lequel tu as le plus d'indulgence. Oui, alors oui, la tolérance c'est hyper important pour moi. Le plus d'indulgence. Je sais pas si j'en ai. Je réfléchis, c'est vraiment là à brûle pour point, comme on dit. Oui, parce que là, il faut que ça vienne des tripes. Alors le manque de culture, parce que j'ai eu la chance, moi, en étant fille de prof, de beaucoup voyager, d'être plongée aussi dans la culture par mon entourage. Et puis parce que j'ai cette appétence, j'ai envie de dire, c'est comme, je reviens toujours à la gourmandise, c'est comme le goût, on va manger, ou la découverte, ça s'apprend. Et j'ai énormément d'indulgence pour les gens qui ne savent pas, on en revient, tu vois, à mon métier aussi de coach, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu, il y a plusieurs choses, ils n'ont pas obligatoirement l'envie aussi, mais ils n'ont pas eu obligatoirement ou la chance d'être confrontés. Quelqu'un qui les a poussés. Oui, voilà, moi j'ai eu cette chance-là. Ouais. Et je la développe avec mon fils et je la développe aussi avec mes coachés, mes élèves. Et aussi les mots, parce que j'ai assisté cette semaine quelques jours avant qu'on fasse cette interview, j'ai assisté à une conférence avec Marie Calter et qui disait les mots c'est hyper important. Les gens qui ne savent pas maîtriser une langue, qui ne savent pas maîtriser les mots, oui, on recourt systématiquement à la violence. La violence, elle vient de l'absence de mots. Tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et avec Marie Calter. Oui, ça recoupe avec ce que j'ai dit un petit peu avant, mais tu as raison. L'absence de culture, l'absence de connaissance de l'autre aussi, et des autres cultures, des autres civilisations, entraîne de la violence par l'incompréhension
l'incompréhension et par la non-acceptation. Là, ça va nous renvoyer à des choses qui sont actuelles. C'est pour ça qu'il est important, moi je trouve, d'être indulgent. Oui et non, mais d'être indulgent, on peut développer tout ça. On peut développer l'ouverture d'esprit. Moi, j'ai un exemple concret à te soumettre. C'est l'été dernier, quand il y a eu les émeutes après la mort de Naël, quand il y avait des journalistes qui allaient interviewer les jeunes émeutiers, souvent caméra cachée, où on voyait leurs pieds, on voyait pas leur visage, etc. Et on s'apercevait de la pauvreté à la fois du langage et de la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient strictement incapables d'expliquer pourquoi ils faisaient ça, parce qu'en fait, ils avaient pas malheureusement le bagage. Et c'est pas une histoire de niveau scolaire, c'est pas une histoire de niveau d'instruction, c'est plus... tu as parlé d'appétence tout à l'heure, je pense qu'on n'arrive pas, en tout cas dans le milieu scolaire tel qu'il existe aujourd'hui, on n'arrive pas à transmettre cet appétit pour la culture et pour les mots. Tu vois, j'ai un objectif, parce que souvent on me dit qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce que tu voudrais. Même lors de mes cours à la Sorbonne, je me retrouve avec des étudiants et on me dit oh là là, mais le coaching c'est bien, mais c'est cher. Et moi, ce que je rêve, c'est de démocratiser le coaching scolaire pour pouvoir aider, accompagner ces jeunes. Je rêve même de le faire bénévolement. J'ai été confrontée à côté de chez moi à des jeunes qui ont brûlé un centre culturel. Mais vraiment, de ma fenêtre, je me suis retrouvée... On m'a retenue parce que j'ai eu envie d'aller au contact de ces jeunes. Bon, ça peut être dangereux parce qu'ils sont dans la période violente, mais de savoir pourquoi. Alors là, il y a mon côté journaliste, mais il y a mon côté aussi coach. Mais pourquoi tu vas t'exprimer par la violence ? Pourquoi tu vas utiliser des mots violents ? Pourquoi tu vas brûler ? Et souvent, on s'aperçoit, c'est ce que tu disais très justement, que on va donner les bases, et encore, parfois, ils n'ont pas les bases de la vie, tout simplement. Mais je crois que la réflexion d'Emmanuel Macron qui attribue ce qui s'est passé au désœuvrement, je pense que c'est une erreur de diagnostic total. C'est pas un problème de désœuvrement. C'est un problème, encore une fois, d'incapacité à s'exprimer autrement que par la violence. Parce que souvent, ils n'ont connu que ça. Que ça soit dans la famille. Alors, bien sûr, là, on est en train de faire un schéma général, parce que c'est pas toujours le cas. Non. Mais la violence verbale, la violence physique. Et en fait, c'est souvent, ils agissent dans l'urgence. Il faut travailler pour manger. Et ils n'ont pas d'autre socle que cette violence. Moi, je dis toujours, même je le dis à mon fils et même à certains de mes élèves qui ont la chance d'avoir une éducation, mais d'avoir un socle où on peut s'exprimer librement, où on a la liberté d'aller au musée, on a la liberté d'aller dans l'école que l'on souhaite, on a la liberté de voyager. Ce n'est pas permis à tout le monde. Et ça, il faut que ça soit une réalité. Et c'est pour ça que j'ai envie de démocratiser, moi, mon aide et mon partage pour pouvoir aider au mieux. Alors, s'ils le souhaitent, parce que souvent, ils ne le souhaitent pas, l'aide extérieure. C'est compliqué. Mais bon, on pourrait philosopher, on pourrait discuter pendant des heures sur ce sujet. C'est clair. Oui. Alors on vient d'avoir un constat un petit peu pessimiste de la réalité, et concrètement la société, on peut de manière un peu artificielle séparer la société entre les gens qui sont plutôt optimistes et les gens qui sont plutôt pessimistes, même si on est soi-même confronté à des périodes d'optimisme et de pessimisme. Mais vous, Sophie, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? Alors, je suis connue dans mon entourage pour être quelqu'un de très optimiste. Je répète toujours tout en étant très réaliste. Alors, je suis une optimiste très réaliste. Alors, on dit toujours, il y a certaines personnes qui sont irrécupérables. Alors, je suis peut-être utopiste, mais je me dis qu'il y a toujours un travail à faire. Et parfois, il faut aller creuser très, très loin pour aller chercher le bien. Alors ça, c'est un peu philosophique si on parle du bien et du mal, l'optimisme, le pessimisme. Mais pour aller chercher une once de positivité dans une personnalité qui parfois est très négative ou qui a fait les pires choses, je reste fondamentalement optimiste, mais je le répète tout en étant réaliste. C'est une forme d'humanisme que tu exprimes. Oui, non, mais complètement. Bien qu'actuellement, c'est un peu compliqué quand même d'être optimiste parce que... On n'a peut-être pas atteint encore le fond de la piscine. Non, mais c'est ça, est-ce qu'il faut que... Alors là, on va être dans des grands échanges philosophiques, mais est-ce qu'il faut atteindre le pire pour que l'homme en surgisse en bien ? Parfois, l'histoire nous l'a prouvé. Et alors, sur un plan... On fait le lien, et en plus la télé nous incite à le faire, entre météo et climat, ce qui n'est pas forcément lié. Mais comment on peut être optimiste aujourd'hui avec ce qui se passe par rapport au climat, aux problèmes climatiques ? Alors c'est bon, bien sûr, là le réchauffement climatique, c'est pas évident. Moi je le vois
quand je fais la météo, surtout l'été et même l'hiver, si je me mets 10 ans en arrière, je présente pas, je donne pas les mêmes informations que maintenant. L'été, c'est très épuisant quand je fais la météo parce que je suis confrontée, nous sommes confrontés, chaque être humain, au feu, aux grandes inondations, aux épisodes méditerranéens les plus violents et maintenant aux tempêtes. Catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. L'homme, il y est pour beaucoup. Et moi, je me dis je reste optimiste. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a des moyens techniques qui nous permettent aussi, alors pas toujours, d'anticiper, de prévoir. Après, il y a toujours des êtres humains qui vont construire là où il ne faut pas. Après, on s'étonne des inondations. Oui, il y aura toujours des choses comme ça. Je reste optimiste dans le sens où on peut anticiper. On essaye d'anticiper. C'est ce qu'on fait avec Météo France, d'anticiper. Alors parfois, il y en a qui disent « Oh, vous avez mis une vigilance rouge, c'était pas la peine. » Mais oui, mais alors après, si on ne fait pas ça, on va nous reprocher l'inverse, de ne pas l'avoir fait. Il vaut mieux être trop prévenu, d'anticiper, d'aller se mettre à l'abri, au lieu qu'il y ait des morts qui ont été emportés, des personnes emportées par les fleuves, des glissements de terrain. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher parce que la nature est plus forte que l'être humain. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais donc, vous, aussi bien sur le plan climat, que oui, parce que là, on a été sur le climat. Que sur la société, l'évolution de la société, vous restez J'essaye, optimiste. Mais alors je répète, tout en étant réaliste. Très réaliste. Oui, je vais juste te dire, même peut-être parfois il faut toucher comme tu disais, parce que j'aime bien tutoyer, mais faut toucher le fond de la piscine. Ouais, il faut aller au plus profond de l'âme pour pouvoir remonter, être résilient, parce que la résilience est très forte. Sophie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à titre personnel pour les prochains mois ? Que j'arrive à écrire mon mémoire. Vous allez y arriver. Sur les troubles anxieux scolaires, voilà. Oh là là, ça me concerne pas obligatoirement, mais j'aimerais bien que... Alors là, c'est complètement utopiste, il y en a qui vont rire en m'écoutant. Mais si les hommes pouvaient se donner la main et s'asseoir en disant, bon, ok, là, entre guillemets, vulgairement, on s'est mis sur la tronche, ou on s'est envoyé des choses à la figure. Pourquoi ? Si on remontait à la genèse, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter ? Non, mais voilà, moi je parlais plus au sens mondial. Pour moi, c'est que mes élèves, les élèves que j'accompagne réussissent dans leur parcours individuel et puis que j'accompagne encore plus les gens, que je les aide encore plus, tout en ne m'oubliant pas. Ça, c'est le propre du coaching, c'est-à-dire que j'ai un équilibre de vie, mais tout en aidant au max les personnes que j'accompagne et j'ai envie de démocratiser le coaching. Vraiment, c'est ça, démocratiser. On vous le souhaite, Sophie, et on est heureux de vous avoir accueilli dans ce podcast, parce que vous nous avez prouvé que vous êtes à la fois humaine, humaniste, et je retiens le mot partage. Merci de ta confiance, Gérard. Et n'oublie pas, Sophie, le bonheur, c'est les autres. Ah, absolument.